bonjour. Est-ce que dans un premier temps, pourriez-vous nous dire pourquoi vous êtes à Cannes? Pourquoi je suis à Cannes? Je suis à Cannes parce que le film que j'ai consacré à mon père, qui s'appelle Dis pas de bêtises, est sélectionné donc à Cannes Classique. Est-ce que vous pourriez nous en raconter la genèse? En substance, ça faisait un moment qu'il y avait cette idée en l'air de faire un film avec mon père, pas forcément sur lui, mais avec lui. Et ça s'est précipité au moment où il a eu un accident, un accident cérébral après une opération du cœur qui a mal tourné. Et à partir de là, on a commencé ce film. On a commencé sous forme d'entretien d'abord, d'échanges sur qu'est-ce que ça voudrait dire faire un film ensemble, sur quel sujet, à propos de quoi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, pas dire, etc. Et puis ça a duré pratiquement 4 ans. Pourquoi une telle durée? J'avais confiance dans le fait qu'il y aurait un film à la fin, mais je ne savais pas quand, comment. Et ce qui était plus important, c'était ce à quoi nous servait ce film, c'est-à-dire dans sa situation où il était très affaibli physiquement, mais psychiquement encore plus, le fait d'être raccordé encore au cinéma de cette façon-là, avec son fils qui lui posait des questions, qui lui racontait des trucs, qui le provoquait un peu, ça nous donnait l'occasion de parler de tout, de politique, voilà, de sa vie. Et donc, c'était surtout en fait un usage du cinéma pour le stimuler, pour lui redonner, voilà, de le booster, pour qu'il continue de s'accrocher, parce qu'il avait une petite tendance à décrocher quand même, à pu avoir tellement envie d'en jouer. Donc voilà, le film c'était quand même beaucoup ça au départ et pendant assez longtemps. Et donc j'avais pas de projet, j'avais pas du tout envie de vendre quoi que ce soit à un quelconque producteur, encore moins un diffuseur. Et donc j'avais confiance dans le fait qu'à un moment ou un autre, on allait raconter une histoire et réussir à raconter une histoire ensemble. C'est ce qu'on a fait. Vous pourriez nous expliquer le titre? Dis pas de bêtises. Tout le film raconte pourquoi. Donc je ne peux pas non plus, je vais pas spoiler, mais je dirais en substance, ce métier de chef-op, en tout cas tel que lui l'a vécu au moment où il était en activité, le cinéma des années 70, 80, 90, mais essentiellement 70-80, il n'y avait pas de témoins vidéo, il n'y avait pas de retour, on ne pouvait pas vérifier la prise. Donc le chef-op, surtout quand il était à la fois donc, responsable de la lumière, mais aussi il faisait le cadre la plupart du temps. Et donc quand on voit dans le film, quand il était au Steadicam et qu'il fait un plan qui dure 3 minutes, où quand on fait de l'image, on sait que le moindre faux pas, le moindre flou peut être fatidique et faire que la prise est ratée. Donc quand on fait ça et qu'il y a 500 figurants et qu'on poursuit Romy Schneider à la caméra, à la fin quand on dit elle est bonne, il vaut mieux être sûr de son coup. Et donc c'était un métier, c'est un métier, comme il y a plein de métiers d'ailleurs, parce que je parlais de ça à un moment dans le film, je disais bon c'était un métier, on n'avait pas trop le droit à l'erreur, mais il y a plein de métiers, on n'a pas du tout le droit à l'erreur. Quand on est chauffeur de bus, on n'a pas le droit à l'erreur, quand on est pilote d'avion, on n'a pas le droit à l'erreur, quand on est infirmière, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il y a plein de métiers comme ça. Mais il se trouve que c'est des métiers où la moindre erreur peut coûter très cher, et donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc le dis pas de bêtises, c'est aussi une façon de parler d'une certaine forme d'exigence ou que le film critique aussi. C'est-à-dire c'est une façon de parler de l'exigence. L'exigence jusqu'à un certain point, c'est une grande qualité. À partir d'un certain niveau, ça devient quelque chose de plus obsessionnel et de moins marrant finalement, et de pas très rigolo finalement. Et donc, voilà, moi j'ai vu des tas de formes d'exigence totalement déplacées et qui totalement inintéressantes, souvent. Sinon, pour être dans une forme oui,
d'auto-glorification, de moi je suis important, enfin de dire, la preuve que je suis très important, c'est que je suis hyper exigeant et que je peux m'autoriser de faire 200 prises si je veux, etc., etc. Donc c'est une forme de pouvoir. Est-ce que c'est un film dont la forme s'est affinée au fur et à mesure, ou c'est quelque chose que vous aviez déjà parfaitement en tête dès le début? Est-ce que vous avez eu des surprises pendant ce tournage, je pense, dans ce dialogue? Des surprises, oui, des surprises tout le temps. Est-ce que c'était précis dans ma tête? Non. Est-ce que ça s'est affiné? Oui, bien sûr. C'est presque une sculpture. C'est assez étrange ce film parce que j'avais utilisé l'expression d'improvisation à deux. C'est parfois quand il y a différents types de musique. Il y a la musique qu'on joue avec une partition, ou qu'on exécute une composition. Et d'ailleurs, c'est souvent rigolé cette idée, on va vous exécuter cette... Et puis non, en fait, on va rien vous exécuter du tout. Cette idée d'exécuter une œuvre, je trouve ça assez rigolo. Et lui, et moi, dans ce film, on n'avait pas de partition. Il s'agissait de faire remonter les choses importantes pour nous, pour lui, pour moi, d'en parler. À un moment où, en plus, lui, j'étais un peu, dans une certaine mesure, j'étais son porte-parole, puisqu'il parlait plus beaucoup. Donc, je formulais les choses pour lui, et il les reformulait, ou il acquiesçait. Donc, voilà, c'était plus... la musique qu'on a produite était plus le fait d'une improvisation à deux, mais comme deux musiciens qui se connaissent un peu et qui peuvent jouer ensemble. C'était plus ça qui se passait. Et j'ai utilisé l'expression de sculpture parce que oui, on a dégrossi, on a filmé longtemps sans, encore une fois, que je sache ce qui allait sortir. Pour moi, le documentaire est un cinéma d'improvisation fondamentalement, c'est-à-dire que justement, il y a un contresens terrible, je trouve, dans ce qu'on demande, par exemple, aux auteurs, aux réalisateurs de documentaires, de leur demander un scénario très précis, etc. Il va y avoir ci, il va y avoir ça. En réalité, on sépare. Moi, en ce moment, je travaille avec des gens qui sont allocataires du RSA. Certains sont à la moitié à la rue. On me demande, mais alors, montrez-moi, dites-nous ce qui va se passer, quelle va être la logique qui va conduire de ce personnage et comment vous allez faire, et de scénariser pratiquement, alors que, si ça se trouve, déjà, parmi les personnages que j'ai filmés depuis 3 ans, il y en a au moins 2 qui sont morts. Mon père en est un autre. Donc voilà, je pense que le documentaire se rapproche beaucoup plus de la musique improvisée, même si c'est une écriture, que de la musique classique ou de la musique composée. Au-delà de la parole, est-ce que c'est aussi un film que vous avez voulu sur la transmission? Est-ce que c'était quelque chose qui était un peu au centre de votre réflexion là-dessus? Oui, très clairement. Très clairement aussi, parce que c'était un moment où... je disais tout à l'heure, il y avait 2 choses qui m'exaspéraient quand on parlait de mon père. C'était ceux qui l'idolâtraient, qui considéraient que c'était un héros, qui était formidable, exceptionnel, etc. Et ceux qui, au contraire, le détestaient à un point qu'il me disait même pas bonjour, ou il m'évitait, etc. C'est arrivé dans les deux un certain nombre de fois. Et donc je pense que moi j'ai fait ce film pour raconter ça, pour raconter comment on sort de ça, pour raconter que c'était un personnage en bien des points lumineux, brillant, qui m'a transmis plein de trucs. Et alors peut-être sur la question de la transmission, moi, la plus grande transmission que j'ai reçue de lui, elle est du côté du cinéma sans doute, mais aussi du côté du politique. Pas du politicien, pas de la politique politicienne, mais de cette idée. Moi, quand je demandais à mon père, petit, c'est quoi la politique, il me répondait, mais tout petit. Il me disait, la politique, c'est des gens intelligents qui se mettent ensemble pour transformer le monde. Donc on était quand même très très loin du tous pourri, on était très très loin du gestionnarisme à courte vue, un sou doit ramener un sou, etc. Il y avait cette idée que on était capable de s'organiser pour faire qu'on dépense de l'argent dans l'éducation, dans la médecine, etc., etc., et que c'était normal de faire ça en tant que collectivité. Donc moi, c'est ça que m'a transmis mon père, et donc j'avais aussi envie de raconter ça. Et même le film va être pour moi un vecteur, enfin un outil
pour parler de ça. Je pense que c'était inconscient, que j'ai pas prémédité ça, mais maintenant qu'il est là, et que nous on est là à Cannes, ça me paraît évident que ça va me servir à essayer de parler de politique avec les gens sans que ce soit un truc naze. Parce que ça peut être passionnant à tous les niveaux en fait. Et au lieu de ça, on entend une espèce de musique de gens qui grinchent, qui couinent, voilà, alors que c'est quelque chose qui peut être... Alors, là aussi, je disais tout à l'heure que mon père, je fais ce film pour raconter que c'était ni un ange ni un démon, c'était un homme assez remarquable, têtu, avec un niveau d'exigence dément, pénible. Et c'est pareil, quand je dis sur le politique, je ne nie pas qu'il y a des rapports de force, qu'il y a des rapports de merde entre les gens, qu'il y a des phénomènes de domination, etc. C'est pas ça que... Mais je dis juste que ça pourrait être beaucoup plus excitant et beaucoup plus captivant que ce que j'entends la plupart du temps dans les médias, les confrontations, les duels à... Bon voilà. Et je dis que ce film va m'aider à faire ça. Pour rebondir sur l'idée de transmission, je voudrais parler de transmission cinématographique. Quel est votre premier souvenir de cinéma lié à votre père? Un film qui vous aurait montré ou un tournage sur lequel vous seriez allé? C'est plus les années où, vers 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, je me fais une idée du cinéma autre que celle de venir sur les plateaux quand je suis petit, etc. Que je comprends que c'est un langage, que c'est un art, qu'il y a une histoire, etc. etc. Et donc c'est plutôt la mémoire des films qui sont cités dans le film que j'ai fait avec mon père, comme Coup de torchon, comme Série noire, comme La mort en direct, comme des films noirs en fait. Souvent des films noirs, Le juge et l'assassin, des films de Tavernier, pas mal. Des films de Truffaut, L'argent de poche. Alors ça se relie avec le fait que, en l'occurrence, que la fête commence, j'étais sur le plateau, donc je me souviens, ou Le juge et l'assassin, je me souviens, j'ai des souvenirs de gamin. Mais je pense que c'était surtout l'humeur et l'ambiance de ces films, une ambiance très noire, très moite, qui me fascinait. Parce qu'avec ce double face d'être à la fois très noir et avec ce qu'on appelle la politesse du désespoir, c'est-à-dire une forme d'humour qui tentait quand même de dépasser et de sortir la tête de cette noirceur, de cette saloperie humaine. Voilà. Donc c'est ça que j'ai comme premier souvenir et que j'évoque dans le film, sans encore une fois le spoiler, mais je l'évoque en citant ces films et en montrant des petits passages. Voilà, non, sinon, non, des souvenirs gamins. Il y en a deux ou trois, mais qui sont dans le film aussi, donc je ne vais pas les raconter. Merci beaucoup.